7h30, vous écoutez Mo News Radio. Jessie Américain, bonjour. Bonjour Monsieur Roselli et bonjour à tous les auditeurs de Mo News Radio. Alors, on vous connaît, vous êtes conseiller territorial, alors j'ai envie de dire d'opposition, j'ai envie de dire conseiller municipal d'opposition aussi à Saint-Laurent-du-Maroni. Comment allez-vous, Jessie Américain? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Votre voix en médiatique, j'ai envie de dire, se fait rare. Hein. Se fait rare. Tout d'abord, je suis conseiller territorial de la majorité, mais je suis un conseiller territorial de Guyane. Mmh. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'agir pour impacter positivement... Vous faites toujours partie de la majorité? Toujours partie de la majorité, mais notre objectif, c'est d'agir pour impacter positivement la vie des Guyanais. Mmh. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va considérer qu'un sujet impacte positivement la vie des Guyanais ou la terre de Guyane, on va... se positionner favorablement par rapport à ce dossier. Et lorsque, contrairement, on va considérer avec des arguments que le dossier n'est pas en faveur de la population de Guyane, on va se positionner contre ce dossier. Donc, on n'a pas du tout... Alors, ça veut dire que depuis quelques mois, tous les dossiers qui sont votés, vous ne les trouvez pas favorables au développement de la Guyane parce que vous votez quasiment contre tout le temps. Non, je vais vous donner un exemple. Depuis 2021, la CTG a validé près de 2000 délibérations. Et sur les près de 2000 délibérations, on a voté contre 7 délibérations. Mmh. Donc, si vous prenez le pourcentage, on est à 0,003% de délibérations sur lesquelles on s'est positionné contre. Donc, c'est-à-dire que je pense que même dans une dictature, on n'a pas ces niveaux-là. Mmh. Sauf qu'effectivement, il y a des sujets politiques majeurs sur lesquels, lorsqu'on n'est pas d'accord, on se positionne. Et donc, naturellement, ce sont des sujets qui font parler. Donc, même si on n'est pas médiatiquement... En tout cas, je considère qu'on est quand même présent, puisque le mois dernier, on a fait partie des seuls conseillers territoriaux à se prononcer publiquement contre le projet de décharge à Montineri, à proximité de l'usine d'Ilo. Donc, on a fait une vidéo pour expliquer la situation. Et encore, ce week-end, on s'est prononcé encore publiquement, après la publication d'un rapport sur la question de la route du fleuve. Donc, même si on ne voit pas au Brésil, etc., nous, on travaille. Alors, le plus important, c'est ça. Alors, avant de parler du rapport pour lequel vous êtes là aujourd'hui, j'ai envie de vous demander votre analyse de fins politiciens sur la situation politique en Guyane, mais aussi au national. Il y a une instabilité gouvernementale. Est-ce qu'on peut parler d'instabilité politique ici aussi au niveau de la CTG, pour l'observateur que vous êtes? Non, il n'y a pas d'instabilité politique. Il y a un président de la CTG qui est élu depuis 2021. Certains disent qu'il est un peu esselé là, au niveau de la majorité. Ça a explosé. C'est vrai ou pas? Qui officiellement a une majorité. Jusqu'à preuve du contraire, il a toujours une majorité, même si je pense que dans les faits, il a plus de majorité, effectivement. Mais non, il n'y a pas d'instabilité en Guyane. De mon point de vue, on a tous les outils, on a toutes les richesses sur le territoire pour développer ce pays. Mais maintenant, est-ce que le pays se développe? Mon point de vue, c'est que non, puisque socialement, le pays est en difficulté. Près de 30% de chômage, plus de 50% chez les jeunes. Si on prend l'Ouest guyanais, on est à presque 70% de la population de l'Ouest qui n'occupe pas une activité professionnelle. Le taux de pauvreté est en train d'augmenter. On est à plus de 50% de pauvres sur le territoire, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population guyanaise est pauvre. Il n'y a pas d'entreprise qui se crée. Et donc, effectivement, c'est une situation qui est préoccupante. Et dans ce contexte, il y a un nouveau Premier ministre déjà, qui va nommer un gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette nomination? Et puis, qu'est-ce que ça laisse augurer pour nous, la Guyane? On sait qu'on a un dossier sous le feu, là, sur l'évolution statutaire. Quel est votre regard sur tout ça? Moi, ma vision politique, de manière générale, c'est que... les premiers responsables de ce qui se passe en Guyane, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est les Guyanais qui vont fondamentalement changer la situation de la Guyane. Effectivement, il peut y avoir un contexte national qui va favoriser cela, mais la première chose à dire, c'est que les premiers responsables de ce qui se passe en Guyane, c'est nous-mêmes. Donc si on est en Guyane à attendre qu'un ministre basé dans le 7e arrondissement de Paris, il décide de ce qui va se passer à Sinamari, à Papaïston, à Grand-Santi, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Voilà. Donc, effectivement, je suis attentif à ce qui se passe au niveau national, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est quelles sont les décisions que nous prenons au niveau local pour concrètement agir pour impacter positivement la vie des Guyanais.
Alors, justement, pour impacter la vie politique, la vie des Guyanais de manière générale, vous avez travaillé, vous co-signez un rapport avec votre collègue Muriel Briquet, un rapport qui est très intéressant, en tout cas, hein, et qui était très attendu, de mon avis, sur la route du fleuve, un rapport qui a été, sur lequel vous avez travaillé avec des experts et des élus, d'autres élus. Oui. J'aimerais d'abord comprendre la méthodologie de ce rapport, avant qu'on entre dans les détails, un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Oui, en fait, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce groupe de travail est à l'initiative de 9 élus territoriaux qui ont demandé au président de créer un groupe de travail pour travailler spécifiquement sur la question de la route du fleuve, pour savoir finalement quelle était la faisabilité ou pas de ce projet, puisque c'est un projet important pour le territoire. Et donc, on a voulu lancer une démarche relativement innovante, c'est-à-dire associer des chercheurs et des élus. Donc, il y avait des historiens. On peut citer par exemple Serge Mamlamfouk, on peut citer Jean Maumou, il y avait des économistes, des géographes, des anthropologues, des sociologues. Des gens qui ont une vision quand même. Des gens qui connaissent en tout cas la réalité scientifique de ce territoire et qui connaissent le sujet. Et puis ensuite, on a voulu associer des élus, donc des élus de la CTG, mais aussi de la CCOG. Donc il y avait des élus de Maripasoula, de Papaichton, de Saint-Laurent, de Grand-Santi, etc. Et on a validé 6 thématiques sur lesquelles nous allions travailler. Donc la première thématique, c'était les enjeux, finalement, quels étaient les enjeux de la route du fleuve. On a travaillé sur la place des populations locales dans le processus de décision pour que la population, finalement, puisse participer activement du début jusqu'à la fin dans ce projet. On a travaillé sur le projet de développement économique, social et culturel qui doit accompagner l'infrastructure, puisqu'il ne s'agit pas juste de construire une route, il faut un projet qui accompagne la route. On a travaillé sur l'impact environnemental de la route, on a travaillé sur le tracé, puisqu'il y a des questions relativement sensibles en fait. Il faut comprendre que tout le long du fleuve, il y a par exemple des espaces sacrés, à la fois des populations amérindiennes et des populations bushilingués. Donc il faut trouver un compromis lorsque la route sera construite. Et puis on a évidemment travaillé sur le financement de la route, de l'ère de la guerre. On va y venir. Est-ce que cette longue période l'an dernier, où pendant 6 mois, je crois, la population du fleuve, une grande partie de la population de l'Ouest, est restée presque coupée du monde, est-ce que cette période-là, finalement, vous a aidé, vous a donné des éléments plus concrets pour avancer dans votre rapport ? Non, pas du tout. C'était un contexte. C'était juste une confirmation, quoi. Oui, c'est une confirmation qui, aujourd'hui, n'a pas fondamentalement changé, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que vous avez compris qu'il n'y a plus de délégation de service public. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une obligation de service public qui dessert le minimum vital, notamment du côté de Maripasoula. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez partir à Maripasoula, vous regardez, vous ne pouvez pas y aller. Hein. Le plus simple, c'est de prendre le taxi, d'aller à Saint-Laurent, prendre la pirogue et d'aller à Maripasoula. Mais prendre l'avion, c'est très très compliqué. Il faut s'y prendre 4, parfois 5 mois à l'avance. C'est très très compliqué. Alors, au niveau du rapport, vous parliez justement de certaines spécificités qui ont été prises en compte, hein, notamment au niveau des cultures, au niveau des communautés. Quels ont été les axes majeurs de ce rapport, notamment au niveau des freins qui semblent être une réalité, en tout cas ceux qu'avancent les élus dans le fait que cette route du fleuve, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2024, n'ait pas encore vu le jour? Nous, notre avis, c'est que si la route du fleuve n'a pas encore vu le jour, c'est parce que les Guyanais n'ont pas encore décidé de faire cette route. C'est une volonté politique ? Pour moi, c'est une volonté politique, parce que pour dire que le dossier n'avance pas, déjà, il faut prendre la décision politique qui consiste à dire que nous allons construire la route. Jusqu'à aujourd'hui, on est le 9 septembre 2024, il n'y a pas encore de décision politique de la CTG qui décide de construire la route du fleuve. Mais vous comprenez qu'il y a des arguments financiers qui soient avancés, par exemple ? Vous comprenez qu'il y a des frais majeurs ? La route du fleuve, c'est pas quelques kilomètres, c'est... Non, la route du fleuve, c'est à peu près 154 kilomètres d'Apatou à Papaichton. Puisqu'il y a déjà la portion Maripasoula-Papaichton, donc la portion qui reste, c'est la portion Apatou-Papaichton qui fait à peu près 154 kilomètres. Et aujourd'hui,
nous, ce que nous demandons, notamment ce qu'on demande dans le rapport, on demande 2 choses. Premièrement, c'est que la CTG, qui est compétente en matière d'aménagement du territoire, prenne une décision politique pour dire que nous allons construire la route. Et deuxièmement, c'est que la CTG finance l'ensemble des études préalables à la construction de la route. Parce que vous savez, avant de construire la route, il faut faire un certain nombre d'études. Il y a des études géotechniques, il y a des études d'impact au niveau social, au niveau économique, il y a des études anthropologiques, il y a des études sur la faune, sur la flore. Et toutes ces études vont coûter à peu près 10% du montant total de l'infrastructure. Aujourd'hui, selon les estimations que nous avons, on estime que la route va coûter à peu près 300 millions d'euros. Donc, les études vont coûter à peu près 30 millions. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'enfin, nous ayons des vraies études qui nous donnent le coût à l'euro près de l'infrastructure. Pour l'instant, il n'y a pas d'études, il n'y a que des estimations. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre la décision politique et enfin, faire les études pour savoir concrètement combien ça va coûter. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait véritablement combien ça va coûter. Pourtant, il y a des schémas directeurs qui avaient été établis, notamment le schéma régional des transports 2000-2015, qui avait quand même du contenu, des éléments précis, non ? Oui, effectivement. Donc, par exemple, le schéma régional des transports, c'est un document que nous citons, parce que dans le schéma régional des transports, il y a cette volonté qui est affichée de construire la route du fleuve. La route du fleuve est affichée comme étant une infrastructure majeure pour le territoire. Pareil que dans le schéma d'aménagement du territoire. Pareil, c'est déjà fixé. Mais maintenant, il faut une décision politique parce que les schémas, c'est pas un contrat. C'est pas un contrat. C'est juste une orientation globale pour le territoire. Mais maintenant, il faut des décisions politiques qui concrétisent ces décisions. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas de décision. Donc pour nous, tant qu'il n'y a pas de décision politique, ça veut dire qu'on ne veut pas. Mais pourquoi on ne veut pas finalement ? Parce qu'on pourrait imputer ce manque de volonté à une majorité, quelle qu'elle soit. Pourtant, ça fait des années, comme vous le dites, dans plusieurs schémas régionaux, dans plusieurs projets finalement de développement du territoire. Comme on l'apprend, enfin, vous nous le rappelez dans ce rapport, la route du fleuve est une priorité. Qu'est-ce qui fait que depuis toutes ces années, aucune majorité ne s'y soit mise vraiment ? Je pense que globalement, les élus du territoire n'ont pas compris les enjeux de la route du fleuve. Les gens pensent que la route du fleuve, c'est pour les habitants de l'Ouest. Non, la route du fleuve, c'est un projet guyanais qui, demain, va impacter plus de 200 000 Guyanais. C'est-à-dire plus de la moitié de la population guyanaise. Parce que d'ici 2040, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Maripasoula, c'est près de 200 000 personnes. C'est-à-dire près de la moitié de la population guyanaise. Donc, je pense qu'on n'a pas encore compris les enjeux de la route du fleuve. Imaginez les enjeux en matière de gestion des déchets, par exemple, pour la CCOG. Imaginez les enjeux en matière de développement économique, sur le tourisme, par exemple. Vous voyez, donc, je pense que globalement, les élus guyanais n'ont pas encore compris les enjeux de la route du fleuve, ce que, de mon point de vue, c'est un peu caricatural, mais je pense que le président Macron l'a compris. Il a proposé une piste. Est-ce que c'est une plaisanterie, selon vous, ou ça pourrait être une alternative ? Non, pourquoi je dis que le président Macron a compris, c'est que dans son annonce de construction d'une piste améliorée, en tout cas de faire des études pour construire une piste améliorée, moi je vois 2 choses positives qu'on n'avait pas avant. La première chose, c'est que enfin l'État a compris les enjeux de cette région et donc il a compris l'importance de faire une route qui relie Apatou à Papaïchton parce qu'il sait que demain, c'est près de la moitié de la population guyanaise. Et ils ont compris les enjeux que je viens de citer en matière de développement économique, en matière de gestion des déchets. Ils ont compris tout ça. Donc pour moi, c'est le premier élément positif. Et le deuxième élément positif, c'est que l'État est d'accord. Bien sûr. L'État est d'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, en face, on n'a rien fait. Donc on passe notre temps à dire que l'État ne veut pas. Sauf que moi, ce que je vois concrètement, c'est qu'aujourd'hui, l'État a affirmé politiquement qui sont non seulement d'accord, en plus ils vont aller plus loin, ils vont nous proposer, comme on ne fait rien, ils vont nous proposer de faire une piste, mais nous en face on n'a rien fait. On ne fait absolument rien sur ce dossier. On ne prend pas de décision politique, on se contente de dire que l'État ne veut pas. Mais moi ce que je vois concrètement, c'est que l'État, pour l'instant,
se positionne sérieusement, alors que nous, on n'a rien fait. Jet américain, il se dit que cette proposition de piste qui a été faite par Emmanuel Macron lors de sa venue chez nous a été soumise, vous l'avez entendu peut-être comme moi, par la présidente de la CCOG, qui se trouve être Sophie Charles, maire de Saint-Laurent, dont vous êtes élu municipal. Est-ce que vous l'avez entendu? Et est-ce que vous avez le sentiment que la présidente de la CCOG, qui est quand même la présidente de la communauté de l'Ouest, a pris son bâton de pèlerin dans ce dossier de la route du fleuve ou pas? Non, je ne peux pas vous confirmer cette information puisque je ne l'ai pas, on ne me l'a jamais apporté, donc je ne peux pas confirmer cette information, je ne sais pas d'où vient cette idée de faire une piste améliorée, donc je ne pourrais pas confirmer l'information. En revanche, moi, je reste sur ma position. Moi, je considère que globalement, les élus du territoire ne sont pas assez engagés sur cette question. Est-ce que ce n'est pas aux élus de l'Ouest déjà, aux élus de la communauté de l'Ouest déjà, de franchir le premier pas et de peser de tout leur poids? Non, pour moi, c'est un projet guyanais. Comme je vous ai dit, 200 000 personnes d'ici 2040, c'est plus de la moitié de la population guyanaise. Donc, on ne parle pas d'un petit projet qui va concerner 4 000, 5 000, 6 000 ou 10 000 personnes. On parle d'un projet qui va potentiellement impacter la vie de 200 000 Guyanais. Qu'est-ce qu'on apprend de plus dans ce rapport qu'on ne savait pas déjà? Alors, avec tout le respect pour le travail que vous avez mené durant toutes ces semaines, parce qu'en conclusion, finalement, de votre rapport, vous dites la réussite, ou en tout cas la concrétisation de cette route du fleuve s'avère être une volonté politique, comme vous dites. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de plus? Parce que vous nous dites ce qu'on savait déjà, non? Non, nous ce qui est important, comme je vous l'ai dit, l'objectif de départ du rapport, c'était de travailler sur la faisabilité ou pas de ce projet. Parce qu'on parle du projet, mais personne ne dit si c'est possible ou pas. Donc nous, on a voulu mettre en avant les pièges qu'il fallait éviter pour que le projet se passe correctement. Par exemple, on a cité l'importance d'intégrer dès le départ les populations locales dans ce projet. Parce que il faut que la population soit active dans ce projet. Et ça va se faire à travers des comités d'habitants qui vont participer dès le départ, dès l'élaboration du projet. Autre sujet important, c'est que on peut voir, par exemple, avec la route qui va vers Saint-Georges, qu'on a fait une infrastructure, mais il n'y a pas eu de projet de développement économique qui accompagne l'infrastructure. Donc, vous voyez la situation de Saint-Georges. Donc, c'est un des pièges qu'il faut éviter avec la route du fleuve, parce qu'effectivement, il faut une infrastructure, mais il faut un vrai projet de développement économique, social et culturel qui accompagne l'infrastructure. Je vous interromps juste, parce que je ne veux pas oublier ma question concernant les populations, parce que c'est important, c'est un axe majeur, comme vous dites, et vous qui êtes sur le terrain, vous connaissez ces populations. Est-ce qu'elles sont ouvertes finalement à l'idée de travailler sur un projet de route du fleuve? Parce que sur d'autres projets, des centrales, etc., on a connu des populations qui se sont mobilisées contre. Est-ce que vous, avec le travail de terrain que vous menez, vous avez des retours et le ressenti que ces populations-là sont prêtes à œuvrer justement avec les autorités? Aujourd'hui, non seulement les populations sont totalement favorables au désenclavement total de la vallée du Maroni, mais aujourd'hui, les élus également sont globalement favorables. Il n'y a pas d'élus guyanais qui se positionnent contre les désenclavements. Oui, mais là, on parle des populations, comme vous dites. Mais effectivement, les populations sont totalement prêtes. Ce qu'elles demandent, c'est d'être partie prenante dans le projet et de ne pas être consultées par une simple consultation obligatoire. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut des vrais comités d'habitants pour que les populations aient une voix importante et active dans la construction du projet. Et autre sujet, comme je vous ai dit, par exemple sur la route de Saint-Georges, on n'a pas abordé cette question qui consiste à vraiment élaborer un projet de développement économique. Donc on a fait une infrastructure. On voit qu'en termes d'impact sur Saint-Georges, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc c'est un des sujets qu'on a mis en avant. Et ce qui est aussi important, pour montrer la faisabilité, c'est que nous, on considère qu'on a la possibilité d'aller chercher les financements pour construire la route. Pour nous, c'est pas aujourd'hui. Pour nous, le blocage n'est pas financier. Je vais vous donner un exemple. La CTG vient de valider un contrat de convergence et de transformation, qui est un contrat qui relie l'État, les collectivités locales, et donc les EPCI et la CTG. Donc c'est un projet qui, justement, devra nous permettre d'intégrer ce type d'infrastructure.
on ne l'a pas intégré. On n'a pas intégré. Vous voyez, donc ça, c'est une décision politique locale. Si on voulait l'intégrer, on aurait pu l'intégrer. S'agissant des financements, comme vous disiez vous-même, c'est le nerf de la guerre. Les leviers, quels sont-ils? Les fonds européens Pour nous, le premier outil financier, c'est le contrat de convergence. Parce que chaque contrat de convergence, c'est à peu près 500 millions d'euros d'investissement sur le territoire. Donc il n'est pas question de dire que les 500 millions d'euros doivent être dédiés à la route du fleuve, mais on peut contractualiser la route du fleuve sur plusieurs plans, par exemple. Par exemple, un contrat de convergence, c'est 3 ans. On peut contractualiser la route du fleuve sur 3 contrats de convergence. Vous voyez, c'est possible. Et dire que sur 10 ans, on a la possibilité de mobiliser, via l'outil contrat de convergence, près de 200 millions d'euros. Plus, sans parler des fonds gouvernementaux. Il y a la possibilité de solliciter des fonds gouvernementaux. Il y a la possibilité aussi de solliciter des fonds européens. Donc, vous voyez, 300 millions d'euros sur 10 ans, c'est pas hyper compliqué lorsqu'on a l'habitude de monter des projets, des gros projets en Guyane. On sait le faire. À vous entendre, je suis américain, à la lecture de votre rapport, on a le sentiment que tous les éléments sont réunis finalement pour, à part la volonté politique, on l'a compris, donc tous les éléments sont là, il n'y a plus qu'à finalement, mais dans les faits, si on se projetait, et si la volonté politique finalement aboutissait à la mise en place de ce projet, est-ce que vous avez repéré un petit peu les éléments de temps, combien de temps ça prendrait, comment les choses se mettraient en place en fait? Projetons-nous positivement. Concrètement, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre la décision politique par une délibération qui dit que nous allons construire la route. Ça, on peut le faire tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire que demain, on peut le faire. Ensuite, c'est de prendre la décision qui consiste à dire que la CTG finance sur 5 ans 30 millions d'euros pour faire les études. Sur 5 ans, donc là on est en 2024, c'est-à-dire que d'ici 2029-2028, on a fini les études, on sait exactement combien ça nous coûte. Et pendant tout ce temps-là, on a eu la possibilité de monter une maquette financière, d'aller voir nos partenaires qui sont déjà d'accord, qui est l'État. L'État nous a dit qu'ils sont d'accord, d'aller voir nos partenaires et pour négocier. C'est-à-dire que normalement, si on fait les choses bien, on commence la route d'ici 2029. D'accord, et 2 ans plus tard, on a la route du fleuve. Et puis non, c'est des gros projets, c'est des gros projets. Donc, si on commence en 2029, il faut compter au moins 5-6 ans de travaux. Donc, on est sur une échéance de 10 à 12 ans si tout se passe bien, mais comme on ne fait rien, donc on prend encore du retard. Donc, on est parti sur... pour l'instant, il n'y a rien qui avance. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à ce rapport sur lequel vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes... fataliste, vous continuez à y croire ou c'est vraiment une arlésienne et Non, moi, je me considère comme un idéalo pragmatique, c'est-à-dire que j'ai des objectifs relativement élevés, mais qui sont toujours ancrés à la réalité. Moi, je suis un homme de la réalité, un homme de terrain, et je pense que c'est un projet qui est totalement réalisable s'il y a une vraie volonté politique derrière, comme je vous l'ai dit. Prendre des décisions au niveau local. Nos partenaires nous ont déjà dit qu'ils sont plutôt favorables. Et puis aller chercher l'argent. On sait comment aller chercher l'argent sur 10 ans sur ce territoire. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le service public, avec les DSP notamment, et les obligations de service public au niveau de l'aérien, c'est à peu près 15 millions d'euros chaque année dépensés par la CTG. C'est normal, c'est un service public. C'est-à-dire que sur 20 ans, on va dépenser 300 millions d'euros. La CTG, avec ses fonds propres, va dépenser 300 millions d'euros sur 20 ans. Je ne suis pas en train de dire qu'avec 300 millions d'euros, on aurait pu faire la route et puis c'est fini. Non, ce n'est pas aussi simple. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose une question parce que l'argent que nous dépensons, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent des Guyanais. Et donc, il faut bien dépenser l'argent vers des projets structurels pour le territoire. Et donc, il faut se poser vraiment la question, est-ce que c'est normal que la CTG dépense comme ça 300 millions d'euros en 20 ans, alors qu'il y a des possibilités pour avoir des projets vraiment impactants pour les habitants du territoire. Concrètement, on sait que vous êtes un combattant de nature, on l'a vu lors des dernières campagnes électorales. Désormais, sur la base de ce rapport, vous allez faire quoi? Prendre votre bâton de pèlerin c'est quoi la suite finalement ou est-ce que vous avez juste travaillé sur un rapport, il est sorti et puis voilà, ceux qui veulent en font ce qu'ils veulent? Nous, on a fait le rapport, on a soumis le rapport à l'avis des conseillers territoriaux et nous avons voulu introduire une délibération pour justement les 2 sujets que j'ai cités.
prendre enfin une décision politique qui acte la construction de la route du fleuve et décider de mettre 30 millions sur 5 ans pour financer toutes les études. Parce qu'une fois que vous avez fait les études, là, vous pouvez sérieusement aller voir vos partenaires et leur dire que voilà, nous avons travaillé, nous avons financé les études, ça coûte tant, nous avons la possibilité de mettre tant d'argent, vous nous suivez avec combien ? Là, c'est une discussion sérieuse avec les partenaires. Vous voyez, et aujourd'hui, la délibération qu'on a proposée a été tout simplement bloquée par le président de la CTG parce qu'il considère je pense que c'est un projet qui n'est pas prioritaire pour lui. Il l'a bloqué tout simplement en remplaçant la délibération qu'on avait proposée par une simple motion. Une simple motion, c'est des vœux qu'on espère réaliser un jour, alors que c'est notre compétence et on a la possibilité de prendre une délibération. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Le président a bloqué la délibération, mais le combat n'est pas fini, on va continuer. Alors, ce rapport, il a vocation à être vu par le grand public. Est-ce qu'on peut le consulter ou c'est uniquement aujourd'hui, on l'a diffusé un peu partout. On va mettre en place un lien pour permettre au grand public. Bon, nous, on l'a partagé sur les réseaux, sur Facebook, etc., sur WhatsApp. Je pense que vous l'avez reçu. Absolument. Je pense que vous l'avez reçu. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont intéressées l'ont déjà reçu. On va mettre en place un lien pour que chacun puisse télécharger le rapport. Mais c'est un rapport qui est destiné à l'ensemble des Guyanais, pour que chaque Guyanais puisse comprendre que c'est un projet qui concerne tout le territoire et pas juste un projet qui concerne l'Ouest guyanais, parce que c'est potentiellement plus de 200 000 personnes qui seront directement impactées par cette route. Jessie Américain, merci d'être venu ce matin dans Face à Merci à vous Mo pour News, l'invitation. nous parler de ce rapport, rediffusion de cette émission cet après-midi à 16h30 et puis le replay à retrouver sur la chaîne YouTube en podcast dans la matinée. Voilà pour ce Face à Mo News de ce matin. La suite dans un instant avec Lydiane Monrose. Passez une belle journée.